Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et l'intervention de Jean-Jules Aoumou sur Afrique Média TV. Oui, monsieur Yedna, effectivement, à la veille de la déportation de Laurent Gbagbo du pouvoir par la communauté internationale autoproclamée, la Côte d'Ivoire avait déjà épuré les 3/4 de sa dette. Elle était sur le point de se doter de sa propre monnaie. Elle était sur le point de se déconnecter du joug néocolonial. Mais depuis 2011, la dette de la Côte d'Ivoire n'a cessé d'augmenter. L'extraversion de l'économie ivoirienne ne fait que se renforcer. Les autorités actuelles de Côte d'Ivoire ont renoncé à doter la Côte d'Ivoire de sa propre monnaie. La présence étrangère militaire et policière se renforce en Côte d'Ivoire. La mainmise du lobby néocolonial sur l'économie ivoirienne s'intensifie davantage. La fracture sociale se creuse chaque jour. Les libertés publiques sont malmenées et la justice est celle des puissants du moment. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 2011 et ce qui s'est passé avant 2011, on voit bel et bien qu'il y a eu un changement, pas vers l'avant, mais un changement vers l'arrière, c'est-à-dire une régression au niveau de l'acquisition de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, une régression pour la libération des peuples de l'Afrique occidentale et des peuples africains. Voilà ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. D'accord, monsieur Aoumou, je vais rester avec vous parce qu'après ça, nous allons nous séparer de vous. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire a plutôt régressé. Est-ce que vous voulez par là dire que Laurent Gbagbo est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire? Oui. Monsieur Yedna, je n'ai pas très bien suivi votre question. Si vous pouvez essayer de la reposer à nouveau. Je reprends, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez fait comprendre clairement que la Côte d'Ivoire est allée régressant depuis la déportation de Laurent Gbagbo. Est-ce à dire que Laurent Gbagbo est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que les choses changent réellement? Non, ça ne fait pas l'objet d'un doute. Le peuple ivoirien nous le dit chaque jour. Laurent Gbagbo est l'homme qu'il leur faut pour se libérer du joug néocolonial et pour poser des bases d'une économie endogène. Ça, ils nous le disent chaque jour. Il a été déporté depuis 2011 et les manifestations pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire et même jusqu'à La Haye se multiplient, se renforcent, s'étoffent à la fois par les Ivoiriens et par d'autres Africains. C'est une preuve que le peuple ivoirien ne se trompe pas de dirigeants et sait bel et bien qu'avec Laurent Gbagbo, c'est des pas qualitatifs que la Côte d'Ivoire va faire et par ricochet aussi l'Afrique. D'accord, une dernière question avant de vous quitter. Alors, personne d'autre, vous êtes, parce que vous savez, il y a plusieurs tranches, plusieurs groupes au sein du FPI, ceux-là même qui supportent Gbagbo, mais il y a ceux qu'on appelle les Gbagbo-riens. Donc vous faites partie des Gbagbo-riens, vous, monsieur Aoumou. Non, pas les Gbagbo-riens, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, les Gbagbo-riens, c'est une bagarre entre les membres du FPI au niveau de la tactique. Est-ce que oui ou non, on doit faire du procès de Laurent Gbagbo un problème principal à la fois pour lui en tant qu'individu et pour la Côte d'Ivoire et même pour les peuples africains? Ou alors essayer de poser le problème de Laurent Gbagbo en périphérie pour faire monter une autre figure qui
réaliser ce résultat-là, donc obtenir la libération de Laurent Gbagbo et le retour du FPI au pouvoir. Il s'avère que les membres du FPI, dans leur écrasante majorité, ont dit « Nous préférons utiliser le procès Gbagbo parce qu'à lui seul, il incarne mieux nos aspirations en tant que FPI, en tant que peuple de la Côte d'Ivoire, en tant que peuple africain. » Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y aurait pas d'autres Africains ou d'autres Ivoiriens ou Ivoiriennes qui puissent faire ce que Laurent Gbagbo a eu à faire, mais le peuple ivoirien est en train de faire ce que les Roumains avaient eu à faire lors de la deuxième guerre mondiale dans les années 30-40 avec Georges Dimitrov. Georges Dimitrov était le leader du parti communiste roumain qui avait été incarcéré par des forces fascistes. Et ils ont utilisé sa figure pour un procès retentissant de Dimitrov et même comme icône pour la lutte de libération de la Roumanie. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. C'est la même chose aussi que les frères sud-africains ont eu à faire en utilisant le procès de Mandela et son icône pour booster le peuple sud-africain dans la lutte de libération. Et nous avons eu les résultats avec la chute de l'apartheid. Donc, que le peuple ivoirien remprenne la même stratégie qui a fait recette en Europe et en Afrique, chez nos frères, je ne pense pas, pour ma part, que le peuple ivoirien serait en train de se tromper. Merci à vous, monsieur Jean-Jules Aoumou. Merci pour votre brillante participation à ce débat. Tout de suite, Nuit debout par Alain Benajam. Tout ça nous ramène au concept de nation, finalement, parce que les organisateurs, les gens qui ont voulu dévoyer ce mouvement, ce qu'ils semblent vouloir, c'est d'empêcher toute conjonction entre des nationaux, des gens qui lutteraient pour l'indépendance nationale, et le mouvement social. Parce que si un jour il y a conjonction entre mouvement revendicatif, mouvement social et mouvement national, c'est-à-dire des gens qui réclament l'indépendance de la France, ouais, et qui estiment que c'est le combat principal, l'indépendance de la France. Mais c'est très intéressant parce que finalement, les gens là, que je vois moi, parce que ce qu'on sait de ce mouvement, bon, on en saura plus la semaine prochaine quand on recevra les organisateurs peut-être de leur bouche, mais ce qu'on en sait pour le moment dans notre État, c'est que tout ça a l'air très piloté par l'extrême gauche et on va dire, allez, les troupes de Mélenchon, là, les milices de Mélenchon derrière. Et ces gens-là, ils ont horreur de la nation, de la vie. Voilà. La définition que tu en donnes, c'est, ils l'exècrent totalement. Pour eux, c'est le summum de l'horreur, là, ce que tu viens de dire. Ouais, c'est fasciste. C'est fasciste. C'est ce qu'ils prétendent. Ouais. Alors, c'est là où on trouve une conjonction entre l'idéologie gauchiste et l'idéologie impérialiste. Il y a une véritable conjonction. Dont jouent des gens comme Soros, l'USAID et tous ces gens qui travaillent sur les révolutions colorées en essayant de détruire le concept de nation par la gauche. Alors, il faut bien voir que, historiquement, les trotskistes ont toujours été antinationaux, donc c'est eux qui ont pris le pas à gauche, hein, les trotskistes, alors que les staliniens, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, quand j'étais au Parti communiste français, PCF de Marchais, la nation était sur toutes les lèvres. Hein, c'était un parti national, on défendait la nation. Marchais, il a hurlé quand le pays n'a pas investi suffisamment dans l'armée nationale, si tu veux. J'ai revu des discours de Marchais il n'y a pas longtemps, qu'on a remontré à la télévision. Qui était contre l'immigration, d'ailleurs. Qui était contre l'immigration parce qu'il y a les fameux discours de Marchais où, justement, il parle de cette immigration et il défend le travailleur français. Aujourd'hui, il sera attaqué par la LICRA, tu sais, hein, pour ce genre de discours. Et je me souviens des affiches produisant français. Là, on avait bien compris à cette époque-là, quand j'étais au PCF, la conception marxiste de la nation, elle s'opposait à l'impérialisme.
la nation s'opposait à l'impérialisme. Et donc, c'est un peu le débat qu'il y a eu entre Trotsky et Lénine. Lénine qui défendait le concept de nation et Trotsky qui prétendait que les nations n'existaient pas pour la classe ouvrière et que on ne pourrait faire la révolution à part l'unité de tous les ouvriers du monde, un prolétaire de tous les pays du siècle. Et donc il déniait la possibilité de construire le socialisme dans un seul pays comme la Russie ou l'URSS. Il disait que c'est pas possible, il faut construire le socialisme partout. Donc il y a un trotskisme antinational et que ce trotskisme, cette idéologie trotskiste, a pris le dessus à gauche avec l'effondrement du Parti communiste historique. Mais aussi alors historiquement, alors toi en plus tu les as connus plus près que moi certainement, je veux dire les trotskistes historiques, parce qu'en France il y a quand même une vague trotskiste, Edoui Plenel, Serge July, Laurent Geoffrin, Cambadélis, Jospin, machin. La liste est très longue de tous ces anciens trotskistes, même à l'étranger, puisque Manuel Barroso, on sait, était président de la section étudiante des étudiants maoïstes à Lisbonne, etc. Bernie Sanders, Cohn-Bendit, etc. La liste est longue de tous ces trotskistes-là, qui aujourd'hui atteignent les sommets de l'État, dans des postes clés. On parle pas de... Ils sont devenus aux États-Unis, et ils sont devenus ces fameux, comment ils appellent, les néoconservateurs. Les néoconservateurs. Néoconservateurs. Pourquoi néo? Parce que c'est nouveau, c'est des anciens gauchistes, trotskistes, devenus conservateurs. Et donc, néoconservatisme est bienvenu des trotskistes. Et que cette idéologie, Mélenchon a été trotskiste. Et voilà. Et donc, cette idéologie antinationale a tout d'un coup émergé à gauche, alors que ce n'était pas le cas de mon temps. Ce n'était pas le cas. Et donc, ces gauchistes ont imposé leur idéologie, et que cette idéologie, finalement, elle convient parfaitement à l'oligarchie mondialiste. J'ai presque envie de dire, c'est comme nous explique souvent dans les analyses de Pierre Hillard, il parle d'un mondialisme à deux jambes, qui a besoin de deux jambes pour avancer. Alors d'un côté, on pourrait dire une espèce de mondialisme de droite, libéral des entreprises, le mondialisme de Pinault et de Lagardère, qui ont besoin du grand marché libéré de partout, avec une seule monnaie tranquille, pour tout le monde. Et puis un mondialisme de gauche, qui se nomme alter-mondialisme d'ailleurs, avec ouvrons les frontières, qui amène l'idéologie. Et qui forge en plus l'idéologie mondialiste. Et donc tout ça avance comme ça, comme il dit, sur deux jambes finalement. C'est très bien ficelé. Ça, objectivement, en fait, Besancenot est le meilleur allié de Rockefeller, dans la carrière. Et pour finir, les titres de l'actualité de TV Liberté. Coup de tonnerre dans la primaire républicaine aux États-Unis. Après une défaite de plus dans l'Indiana, le sénateur Ted Cruz abandonne. Donald Trump va désormais devoir rassembler son camp pour l'emporter face à Hillary Clinton. Les copains d'abord, des ministères en passant par les grandes entreprises, François Hollande place ses anciens camarades de l'ENA au poste clé de la République. Les régionalistes en guerre contre le Grand Est, à l'appel des Alsaciens réunis, 200 personnes ont manifesté samedi, réclamant un référendum contre la fusion des régions. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.